Bienvenue pour ce nouveau live avec Nathalie Alexandre sur comment prévenir et retarder la maladie d'Alzheimer avec les oméga 3. Je serai ce soir à l'animation et ma collègue Magali sera avec vous dans le chat si vous avez des questions. Puis on prendra un temps à la fin du live pour échanger plus amplement sur vos questions. Rapidement, pour parler de Norsan, on reviendra un peu sur les produits après la présentation de Nathalie. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, on est un laboratoire qui est d'origine norvégienne, qui a été créé en 2013 on a donc notre siège social en Allemagne. On est donc spécialisé dans les produits hautement dosés en oméga 3, EPA et DHA. Et donc, on a des produits qui sont non concentrés et 100% naturels. On est présent dans différents pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, mais aussi la Suisse ou la Belgique. On a donc un objectif chez Norsan qui est d'éclairer et d'informer le plus de monde possible sur les bienfaits des oméga 3 et permettre au plus grand nombre de personnes de bénéficier d'un apport suffisant en oméga 3 pour rééquilibrer le rapport oméga 6-3 pour favoriser une meilleure santé. Moi, je reviendrai tout à l'heure pour vous parler un peu plus des produits Norsan. En attendant, je laisse la parole à Nathalie pour le webinaire de ce soir. Merci Judith. Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Alors je vais me présenter. Je suis Nathalie Alexandre. Je suis naturopathe et j'ai été certifiée par Isupnat et la FENA. Aujourd'hui, actuellement, j'exerce à Boulogne-Billancourt en cabinet et j'ai commencé en tant qu'intervenante dans l'association Étincelle à Issy-les-Moulineaux où j'étais en soins de support en tant que réflexologue et j'exerçais auprès des personnes atteintes du cancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis spécialisée dans la gestion du stress et des émotions. Voilà. Et je suis également conférencière. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la maladie d'Alzheimer. Tout d'abord, nous verrons qu'est-ce que c'est que cette maladie, les différents types de mémoire. Après, on fera un focus sur l'hippocampe pour bien comprendre ce que c'est que l'hippocampe et son rôle dans la mémoire. Les causes de la maladie d'Alzheimer et nous verrons la protéine bêta-amyloïde et la protéine tau. Puis, nous aborderons les facteurs qui favorisent la survenue de cette maladie. Et nous verrons que mettre en place dans son quotidien pour prévenir ou retarder l'apparition de cette maladie. Pour cela, on s'appuiera sur les 3 piliers de la naturopathie. Et dans le pilier de l'alimentation, nous ferons un focus sur les oméga 3 pour bien comprendre ce que c'est que les oméga 3. Nous verrons ensuite des conseils et des préventions sur cette maladie. Nous aborderons également les compléments alimentaires et puis nous ferons une conclusion. Alors, tout d'abord, la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, il faut savoir qu'elle touche environ 1 200 000 personnes en France. Alors, partout, vous voyez les petits astérix, vous avez les références en bas du slide et ce sont les sources, en fait, avec les sources. Voilà, la maladie d'Alzheimer concerne 1 200 000 personnes en France. Elle concerne plus les femmes que les hommes. C'est une maladie, comme tout le monde le sait, dite neurodégénérative. Elle appartient au groupe des maladies appelées démence et c'est la plus courante d'entre elles puisqu'elle concerne 2/3 de ces maladies. Elle se caractérise par une perte progressive de la mémoire et des fonctions cognitives, conduisant à des répercussions dans la vie de tous les jours. Alors, c'est une dégénérescence précoce des cellules nerveuses au niveau de l'hippocampe qui se dégrade progressivement et va venir endommager la mémoire. Alors, tout d'abord, nous allons aborder la mémoire avec 2 grands types de mémoire, la mémoire procédurale ou dite implicite et la mémoire déclarative ou dite explicite, qui va regrouper à la fois la mémoire sémantique et épisodique.
Alors, en ce qui concerne la mémoire procédurale, cette mémoire peut être définie comme étant la mémoire du comment faire les choses. C'est la mémoire des comportements spécialisés, indépendante de toute compréhension consciente, comme monter à bicyclette, par exemple. Cette mémoire inclut également les réponses émotionnelles acquises, comme la peur des araignées, par exemple, ainsi que l'exemple très connu du chien de Pavlov qui avait appris à saliver au son d'une cloche. Alors, dans cette mémoire, les aires cérébrales primaires impliquées dans la mémoire procédurale sont les régions du cortex sensorimoteur, également les noyaux de la base et le cervelet. Alors, en ce qui concerne la mémoire déclarative, eh bien, elle est la rétention et le rappel d'expériences conscientes que l'on peut exprimer par des mots. Par exemple, on peut se souvenir d'avoir perçu un objet ou un événement et donc de le considérer comme connu en sachant parfois même le moment et le lieu où la mémoire a été mobilisée. Et ça va être plus sur des événements un peu chocs au niveau émotionnel, comme par exemple lorsque notre drame a brûlé ou la mort de Lady Di, enfin des moments vraiment qui sont touchants émotionnellement. Alors, la mémoire déclarative va concerner essentiellement l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire, l'amygdale, centre des émotions, et d'autres parties du système limbique sont nécessaires à la constitution de cette mémoire. Alors là, je vous ai fait une petite remarque assez intéressante. Nous pouvons souffrir de déficits importants de la mémoire déclarative, mais conserver une mémoire procédurale intacte. Alors, maintenant, nous allons aborder la mémoire à court terme ou mémoire de travail et la mémoire à long terme. Alors, en ce qui concerne la mémoire à court terme, eh bien, la mémoire à court terme, elle va enregistrer et retenir l'information pour un bref laps de temps, des secondes ou minutes après avoir été sollicitée. C'est en fait la mémoire que nous utilisons quand nous gardons consciemment à l'esprit l'information, comme par exemple un numéro de téléphone ou un code. Elle est un constituant essentiel de nombreux types d'activités mentales supérieures. Les souvenirs à court terme peuvent être convertis en mémoire à long terme, dans laquelle les souvenirs peuvent être emmagasinés pour des jours à des années et être rappelés ultérieurement. Alors, dans cette mémoire, la focalisation de l'attention est essentielle pour de nombreuses aptitudes fondées sur celle-ci. Plus elle reste prolongée dans la mémoire de travail et plus la capacité de raisonnement est grande. Il existe une forte corrélation entre la mémoire de travail et les résultats des mesures standards de l'intelligence. Mais inversement, il est vrai que le déficit spécifique de la mémoire à court terme, constaté dans les stades précoces de la maladie d'Alzheimer, peut résider dans une déficience de l'attention. Alors, en ce qui concerne la mémoire à long terme, eh bien, c'est celle-ci qui nous permet de retenir une quantité illimitée d'informations pour un temps tout aussi illimité. Et en fait, ce sont les souvenirs de la mémoire à court terme qui vont venir s'inscrire dans la mémoire à long terme. Et ce processus s'appelle la consolidation. Alors, le stockage de la mémoire déclarative et de la mémoire procédurale se produisent dans des territoires cérébraux différents. Ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, en ce qui concerne la mémoire à court terme, on va vraiment être situé au niveau de la zone de l'hippocampe et les autres structures du système limbique. Donc là, on va voir plus en détail l'hippocampe et c'est ce qui nous concerne dans la maladie d'Alzheimer, en fait. Donc, qu'est-ce que l'hippocampe? Eh bien, tout d'abord, elle doit son nom à un célèbre anatomiste du XVIe siècle qui l'a nommé ainsi en raison de sa ressemblance avec l'animal, l'hippocampe. Alors, l'hippocampe est l'une des structures les plus importantes du cerveau, tant chez l'homme que chez les autres mammifères. Et cette structure cérébrale fait partie du système limbique avec l'amygdale. Alors, l'hippocampe se situe dans la région temporale du cerveau, comme on peut le voir sur ce schéma. Alors, sa fonction, la fonction de l'hippocampe, alors il est lié essentiellement aux émotions, au stockage de l'information et à la motivation. Il concerne également le stockage de certains types de mémoire plus que d'autres, et c'est le cas de la mémoire déclarative.
L'hippocampe ne prend pas en charge la mémoire procédurale, qui peut être définie comme étant la mémoire du comment faire les choses. Alors, l'hippocampe se souvient de ce que nous avons vécu ou pensé, du moment et du lieu où l'événement s'est déroulé et comment nous l'avons ressenti. Et dans le même temps, il va réguler aussi notre sentiment de stress. Alors, tout cela nous explique l'apparition des symptômes suivants lorsque la maladie va se déclarer. On va avoir comme symptôme l'augmentation des problèmes de mémorisation et perte de mémoire. On va avoir des troubles de l'orientation spatiale et temporelle, mais aussi des difficultés à planifier et à réaliser des objectifs. Et évidemment, une augmentation du stress et la peur des nouvelles expériences. Alors, il est évident aussi qu'on a noté chez certaines personnes, enfin entre 80 et 90% des personnes atteintes de cette maladie, un problème d'anosmie, c'est-à-dire une perte d'odorat. Alors, au fur et à mesure que la maladie progresse, eh bien, d'autres zones du cerveau vont être touchées. Et alors, on va avoir d'autres symptômes qui vont apparaître, notamment une altération de la capacité de jugement et de réflexion, mais aussi une diminution de l'élocution, un changement de la personnalité et du comportement qui va évoluer avec la maladie, et enfin, une augmentation de différents troubles entraînant de plus en plus de difficultés à faire face à la vie quotidienne. Alors, les causes de cette maladie, eh bien, elle se caractérise par l'apparition de deux types de lésions particulières, les plaques d'amyloïdes autour des neurones et évidemment la dégénérescence neurofibrillaire. Alors, ces lésions sont associées chacune à un composé protéique spécifique, la protéine bêta-amyloïde et la protéine Tau. Alors, là, on va aborder la protéine amyloïde, bêta-amyloïde. Alors, celle-ci est naturellement présente dans le cerveau et elle s'accumule à l'extérieur des neurones en formant des plaques appelées plaques de sénile ou amyloïdes. Ces plaques sont toxiques pour les neurones car elles bloquent l'échange d'informations entre les neurones. Alors, en ce qui concerne la protéine Tau, eh bien, la protéine Tau, elle est naturellement présente dans l'organisme également. Elle participe normalement à la constitution du squelette des cellules. Et c'est dans la maladie d'Alzheimer, cette protéine est modifiée. Et en désorganisant la structure des neurones, elle produit une dégénérescence neurofibrillaire aboutissant à la mort des neurones. Ces anomalies envahissent progressivement l'ensemble du cerveau à partir de l'hippocampe et, comme nous l'avons vu sur le slide précédent, va détruire les neurones. Alors, les facteurs, là, on va aborder les facteurs qui favorisent la maladie d'Alzheimer. Alors, bon, tout d'abord, le premier point, évidemment, c'est l'âge. En effet, avant 65 ans, c'est une maladie plutôt rare. Après 65 ans, la fréquence de la maladie va augmenter et plus particulièrement après l'âge de 80 ans, où elle va toucher jusqu'à 23% de la population. Il y a également une prédisposition qui peut être génétique. Si un parent du premier degré est atteint, on va avoir un risque de développer cette maladie qui va être multiplié par 1,5. Et si les deux parents sont atteints, on aura un risque de 2. Alors, il existe également des formes héréditaires familiales précoces d'Alzheimer qui sont quand même plutôt rares et qui va concerner seulement 1 à 2% des cas. Et les premiers symptômes, en revanche, là, vont pouvoir apparaître aux alentours de 45 ans. Alors, dans les facteurs favorisant également la maladie d'Alzheimer, on va avoir les microtraumatismes répétés du cerveau, comme chez les boxeurs. On va avoir la sédentarité et l'insuffisance d'activité physique, les mauvaises habitudes alimentaires dont l'alcool fait partie. On va avoir l'hypertension artérielle qui va être traitée tardivement, les diabètes non équilibrés, le cholestérol et les triglycérides sanguins augmentés, l'apnée du sommeil, une mauvaise qualité de sommeil aussi favorise cette maladie, le tabagisme prolongé et les anesthésies générales répétées. Alors, que mettre en place pour pouvoir prévenir ou retarder cette maladie?
On va pour cela s'appuyer sur les 3 piliers de la naturopathie qui sont évidemment l'alimentation, mais aussi l'exercice physique et la gestion du stress et des émotions. Alors, on va commencer par l'alimentation, qui est un pilier sur lequel on a vraiment une mainmise puisqu'on s'alimente en général au moins 3 fois par jour. Donc, c'est quand même un pilier vraiment important. Donc, tout d'abord, il va falloir éviter les aliments qui vont être pro-inflammatoires. Donc, ça, c'est plutôt assez simple. Donc, éviter les aliments avec des plats industrialisés, les graisses saturées et les sucres raffinés. On peut aussi voir dans les produits pro-inflammatoires le gluten et les produits laitiers. Et puis, on va plutôt introduire des choses intéressantes pour l'organisme, comme des jus de légumes et des aliments crus. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de manger que cru, mais un petit peu de cru à chaque repas, c'est très positif et c'est très bon pour la santé. On peut le faire au travers de graines germées et de salades, par exemple, si notre organisme les tolère et le permet. On peut également ajouter à nos plats des épices, notamment le curcuma ou le gingembre, qui vont avoir des propriétés très intéressantes dans cette maladie. Alors, les aliments riches en vitamines du groupe B sont aussi également intéressantes et plus particulièrement, on a la vitamine B12 et B9 qui jouent un rôle important dans le fonctionnement cérébral selon une étude qui nous a été faite par le docteur Marcola. En effet, il a été prouvé que le déficit en ces 2 vitamines peut indirectement renforcer la mort des neurones. Et c'est un phénomène important impliqué dans la maladie d'Alzheimer, comme on l'a vu précédemment. Alors, en ce qui concerne la vitamine B12, elle se trouve essentiellement dans les légumes verts, les haricots secs, les pois, le foie, le jaune d'œuf. La vitamine B9, quant à elle, peut être apportée par la levure de bière, mais aussi les foies ou de bœuf, le jaune d'œuf, les germes de céréales, les épinards, les salades vertes, etc., etc. Alors, ce qu'il a été aussi démontré, c'est que des apports en vitamine D et plus particulièrement la vitamine B9 et B12 pourraient avoir également une incidence positive sur le taux d'homocystéine. Je vous laisse aller voir les définitions à la fin du slide pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'homocystéine. En effet, en grande quantité, l'homocystéine a des effets néfastes sur l'organisme, notamment des risques cardiovasculaires, dépression, risque de complications pendant la grossesse, des diminutions des performances intellectuelles et nerveuses avec l'apparition de maladies dégénératives. Alors, une alimentation, il peut être également intéressant d'avoir une alimentation riche en choline qui permet également de réduire les niveaux d'homocystéine. Alors, la choline, c'est quoi? C'est le principal précurseur alimentaire de l'acétylcholine. Et l'acétylcholine est un neurotransmetteur indispensable au bon fonctionnement du cerveau. Et il faut savoir que dans la maladie d'Alzheimer, celle-ci serait associée à un faible taux d'acétylcholine. Alors, dans quoi trouve-t-on la choline? Eh bien, on va la trouver dans les œufs, mais également dans la volaille, dans le foie, les brocolis et les produits de la mer et les épinards. Et surtout, il va falloir avoir une alimentation riche en oméga 3 qui, eux aussi, vont faire baisser le taux d'homocystéine. Alors, qu'est-ce que les oméga 3? Pour bien comprendre le sujet qui nous réunit aujourd'hui, alors d'abord, les oméga 3 font partie des lipides. Ce sont un ensemble d'acides gras polyinsaturés dont 3 sont essentiels pour l'homme. Nous avons les ALA, mais également les EPA et les DHA. Les ALA sont d'origine végétale et l'organisme ne peut pas les fabriquer. Il va donc falloir lui apporter. Et les EPA va avoir une protection plutôt cardiovasculaire et le DHA plutôt avoir une action sur le développement du fonctionnement du cerveau et cognitif. Alors, quels sont les bienfaits, quels sont leurs bienfaits? Eh bien, ils sont nombreux. Donc, vous allez voir, voilà, tous ceux qui sont écrits en gras, c'est tout ce qui va nous aider aussi dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. Donc, on a la flexibilité et souplesse de la membrane cellulaire.
Donc, ça joue également un rôle important sur le cerveau et le système nerveux dans la prévention des troubles mentaux, donc évidemment. Le système cardiovasculaire, ça sera également bénéfique dans la régulation du cholestérol, la réduction des triglycérides en excès, et aussi, ils ont un rôle anti-inflammatoire. Alors, ils vont également aider sur la perte de poids, la santé de la peau, sur la qualité du sommeil, et puis ils vont améliorer la santé oculaire, améliorer le système hépatique et extrêmement bénéfique également pour la femme enceinte, voilà, jusqu'au 8e mois. Alors, ces différents points sont abordés de toute façon sur le site Norsan que vous pourrez retrouver au niveau du blog. Alors, nos besoins en oméga-3 journaliers, que sont-ils? Eh bien, les besoins journaliers nutritionnels conseillés en oméga-3 ALA sont de 2 grammes par jour pour l'homme, soit 2 cuillères à soupe d'huile végétale, et pour la femme, de 1,6 g par jour. Pour les oméga-3 EPA et oméga-3 DHA, on va recommander un apport de 500 mg par jour, voire jusqu'à 1 g pour les personnes à risque cardiovasculaire. Alors, pour pouvoir obtenir cet apport, ça va correspondre à 2 à 3 portions de poisson gras par semaine. Et si ces objectifs sont difficilement réalisables, vous pouvez vous compléter avec les compléments alimentaires Norsan et vous avez même une version végane pour les véganes. Alors, où trouve-t-on ces oméga-3 ? D'abord, les oméga-3 EPA et DHA se trouvent dans les poissons gras et les algues. Et les oméga-3 ALA vont dans l'organisme se décomposer en petites quantités d'EPA et DHA, 5 à 10% maximum. Et puis, il faut savoir aussi qu'ils sont précurseurs des prostaglandines qui ont, eux, un rôle anti-inflammatoire. Alors, les principales sources d'oméga-3 ALA sont les graines et les oléagineux, mais également les huiles végétales et les légumes verts. Les principales sources d'oméga-3 EPA et d'oméga-3 DHA sont les poissons des mers froides et les produits de la mer, ainsi que le jaune d'œuf. Alors, le jaune d'œuf, comme vous pouvez le voir, il est très intéressant parce qu'on le retrouve à la fois pour les vitamines B, mais on le retrouve aussi pour la choline, on le retrouve aussi pour les oméga-3. Donc, c'est vraiment un aliment qui est vraiment très intéressant dans son alimentation. Donc, bien faire attention à bien le consommer, bien mi-cuit, enfin pas cuit et pas cuit en tout cas. Alors, maintenant, on vient de voir le premier pilier de la naturopathie avec l'alimentation. Nous allons aborder l'exercice physique, puis dans un deuxième temps, la gestion du stress et des émotions. Alors, il faut savoir que toute activité sportive et physique permettrait la neurogénèse. Grâce à une meilleure oxygénation de notre cerveau, on favoriserait le développement et la survie de ces nouveaux neurones. La marche, et notamment la marche nordique, favorise la circulation de nos liquides ainsi que la mémoire et la concentration. Le vélo. Alors, le vélo, ça peut être un vélo en extérieur ou un vélo d'appartement. Quand on vieillit, on peut faire du vélo en vélo d'appartement. On a les postures inversées également et avec la circulation des liquides. Alors, ça peut être au travers de techniques comme le yoga, mais on peut faire une posture inversée très simplement sans faire de posture compliquée. On a également la danse, qui est une activité sportive qui est très intéressante puisqu'elle fait bouger notre corps et en même temps, elle peut aussi faire travailler au niveau cognitif puisqu'on peut avoir des choses à mémoriser, des chorégraphies, etc. Et donc, c'est un sport très intéressant. Et puis, on a également le jardinage. Alors, il faut savoir que le maintien du bien-être général, aussi bien mental que physique, est primordial pour bien vieillir. Donc, nous allons aborder la gestion du stress et des émotions.
Donc, tout d'abord, on a le repos et le sommeil. Avec la qualité de notre sommeil, il faut savoir que c'est extrêmement précieux et important. Il permet à notre organisme de se régénérer et de mieux gérer notre stress. Alors, souvent dans la maladie d'Alzheimer, il faut savoir que des problèmes de sommeil sont observés, car en effet, les lésions cérébrales vont dégrader des régions du cerveau contrôlant le sommeil et donc perturber celui-ci. D'autre part, les troubles du sommeil vont favoriser l'apparition de ces mêmes lésions. Donc, autant dire que c'est un peu le chat qui tourne en rond, hein, mais donc vraiment, la qualité de son sommeil est vraiment précieuse et importante. Alors, il nous a été démontré que le manque de sommeil chez les animaux est associé à une augmentation de la quantité d'agrégats de peptides bêta-amyloïdes et de protéines tau dans le cerveau, soit 2 marqueurs de la maladie. En ce sens, un sommeil de mauvaise qualité pourrait constituer un facteur de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Alors, un facteur de risque sur lequel il est possible d'agir par une activité physique, mais aussi une bonne hygiène alimentaire, des repas pas trop riches le soir avant d'aller se coucher, et également en agissant sur notre stress. Alors, il faut savoir qu'en 2014, une étude a été conduite sur des enfants qui avaient des difficultés scolaires. Donc, 40% d'entre eux souffraient de problèmes ou de troubles du sommeil. Et cette étude a été montrée par le docteur Alex Richardson. Et elle nous a permis de démontrer que les enfants supplémentés en oméga 3 ont dormi près d'1 heure de plus et ont eu plus de facilité à l'endormissement. De plus, ils ont vécu 7 épisodes d'éveil de moins par nuit par rapport aux enfants placebo. Donc ça, c'est vraiment important et il n'est jamais trop tôt pour faire de la prévention et avoir un sommeil de qualité. Alors, pour gérer son stress, je vous ai mis 3 outils. Alors, moi, c'est les outils que j'affectionne particulièrement et que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Il y a d'autres outils. Malgré tout, la respiration reste un outil incontournable. On a la méditation et on a la sylvothérapie. Voilà, moi, ça, c'est les 3 outils que j'ai choisis pour vous présenter la gestion du stress. Alors, tout d'abord, la respiration, eh bien, selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Californie, nous a démontré que la réalisation d'exercices de respiration réduisait l'accumulation de la protéine bêta-amyloïde qui s'accumule en plaques dans la maladie d'Alzheimer. Et en fait, ces exercices respiratoires ont engendré une baisse des niveaux de protéines bêta-amyloïde circulant dans le sang. Cela s'explique par le fait que la manière dont nous respirons affecte notre fréquence cardiaque, qui à son tour va affecter notre système nerveux et la façon dont notre cerveau produit les protéines et les élimine. Alors, en ce qui concerne la méditation permet de lutter contre le stress et l'anxiété aussi bien chez les jeunes que chez les sujets âgés. Donc, ce sont des techniques à intégrer le plus tôt possible dans notre vie quotidienne. Alors, la méditation, il faut savoir qu'elle est bénéfique pour les fonctions intellectuelles, en particulier pour l'attention, la régulation des émotions et la conscience de soi. Et comme nous l'avons vu, le stress et l'anxiété peuvent accélérer le développement de la maladie d'Alzheimer. Il est donc important d'agir précocement pour contrôler au mieux ces états et conserver le plus longtemps possible un cerveau en pleine forme. Alors maintenant, nous allons aborder la sylvothérapie. Donc, la sylvothérapie, il y a eu une étude récente, c'était en septembre 2022. Il y a eu un groupe de chercheurs de Berlin qui a réussi à prouver le lien entre la nature et la santé du cerveau et les effets bénéfiques avec une promenade en forêt sur le stress. Donc, il a été constaté avec une réduction de l'activité de l'amygdale pour le groupe qui a marché dans la nature, contrairement au groupe qui a marché en ville. En seulement 1 heure de promenade dans la nature a suffi à réduire le stress. Donc ça, c'est un point extrêmement important. On peut facilement, après son travail, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui, prendre 5 minutes, aller se promener dans un parc avant de rentrer, enfin, essayer de trouver des moments pour vraiment se reconnecter à la nature.
Donc, je vous ai mis également d'autres techniques, donc les éléments vitalogènes comme l'exposition, qui va avoir un effet évidemment positif à la fois pour la vitamine D, mais aussi pour le sommeil, et puis qui fait du bien au moral. Donc, vraiment, l'exposition au soleil, 20 minutes par jour, c'est vraiment quelque chose à privilégier. Marcher dans l'herbe pieds nus également, ainsi que s'allonger dans l'herbe sont des techniques de relaxation et qui vous détendent et vous régénèrent. Alors là, je vous ai mis divers conseils sur cette maladie. Donc, il va être toujours important dans la maladie d'Alzheimer de stimuler ses fonctions cognitives. Alors, on peut le faire par la lecture, mais aussi par les mots mêlés, les sudoku, ou encore les puzzles ou la danse. Alors, on a également le jonglage, la peinture sur porcelaine, l'encadrement. En fait, c'est toutes les nouvelles activités et des nouveaux apprentissages tout au long de votre vie, tout ce que vous allez mettre de nouveau. Ça sollicite des nouvelles parties du cerveau et ça entretient le bon fonctionnement de celui-ci. Et on va également parler qu'il est intéressant de stimuler son odorat. Alors, pourquoi l'odorat? Eh bien, le docteur Rettali, neurologue, nous explique qu'il existe un lien anatomique particulier entre l'olfaction et l'émotion et la mémoire via des interconnexions du bulbe olfactif. Et cela nous permet de comprendre que si la mémoire est altérée, eh bien, l'olfaction va l'être aussi. Et tout cela nous explique également pourquoi de nombreux malades ont tendance à moins manger par perte de l'odorat, mais aussi du goût. Alors, cet article est un article extrêmement intéressant et il nous explique également que les personnes qui n'arrivent pas à identifier les odeurs comme celle de la rose, du citron ou de la menthe poivrée, par exemple, auraient 2 fois plus de risques de développer cette maladie. Et là, je vous invite vraiment à aller consulter ce lien parce que je l'ai vraiment trouvé très intéressant. Alors, nous allons aborder l'approche des compléments alimentaires. Alors, dans l'approche des compléments alimentaires, il est évident qu'il est précieux et important tout au long de sa vie de prendre soin de son microbiote et on peut le faire avec des probiotiques notamment. Alors, pourquoi? Eh bien, d'abord parce que le tractus gastro-intestinal a son propre système nerveux local. Il est innervé par de nombreux nerfs, il représente 200 millions de neurones, donc c'est pas rien. Il contient des neurones à la fois sensitifs et des interneurones, et ce système va s'appeler le système nerveux entérique ou le deuxième cerveau. Alors, il est souvent considéré comme une subdivision du système nerveux autonome. Alors, même s'il a une partie où il fonctionne en autonomie, il va quand même communiquer avec le système nerveux central en empruntant les voies du système nerveux autonome qui sont le parasympathique et le sympathique. Lorsque nous consommons trop de sucre et trop de gras, eh bien, cela va provoquer chez nous une inflammation qui peut se propager dans tout l'organisme, celle-ci pouvant aller jusqu'aux neurones. Et c'est pourquoi les aliments comme le sucre rapide, le gluten, mais aussi les produits laitiers vont altérer la flore intestinale. Et si celle-ci est trop altérée, ça peut favoriser également les maladies de la neurodégénérescence. Donc, il est important de toujours prendre en charge l'intestin et surtout dans le cadre des maladies du système nerveux. Alors, en cas de dysbiose intestinale, qu'il faut bien comprendre, est souvent liée à la malnutrition, la barrière intestinale est la première à se dégrader. Il va y avoir une hyperméabilité et elle est suivie de près par la barrière hémato-encéphalique. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, le système immunitaire va s'affoler et déclencher une réaction inflammatoire, en particulier au niveau des tissus graisseux. Et les masses grasses libèrent des molécules qui vont se propager ensuite dans tout l'organisme. Avec l'excès de gras et de sucre, eh bien, la barrière hémato-encéphalique qui protège notre cerveau devient porose, favorisant alors la propagation de l'inflammation jusqu'aux neurones. Et cela aura évidemment une incidence au niveau des microglies. Alors, la microglie, ce sont des cellules gliales qui jouent un rôle de macrophage sur les cellules nerveuses mortes, quand tout fonctionne bien, au niveau du système nerveux central. Mais celles-ci, elles vont se mettre à dégrader des neurones vivants et provoquant ainsi des dysfonctionnements
et notamment au niveau de la mémoire sur le long terme. Donc, je dirais vraiment pour résumer cette partie que de notre microbiote dépend vraiment notre santé mentale. Ça, c'est vraiment un point très important. Alors, pour continuer sur les compléments alimentaires, il a été observé au niveau de la vitamine D qu'un taux d'hypovitaminose D avait un lien avec les troubles cognitifs. Alors, la vitamine D ou seule peut être associée ou associée à la curcumine exerce un effet de stimulation du système immunitaire, ayant donc un potentiel pour l'élimination de la protéine bêta-amyloïde qui se constitue en plaque dans la maladie d'Alzheimer. Donc, la vitamine D va vraiment avoir va être protecteur contre cette maladie. Alors, on a également des antioxydants comme la vitamine A, E et C qui peuvent être intéressants. On peut également se compléter en magnésium. Alors, le magnésium, il faut savoir qu'il va réguler le cortisol qui est l'hormone du stress qu'on va libérer. Alors, on en a besoin, mais qui peut être en excès lorsqu'on est trop stressé, qui va aider également sur le système nerveux, les angoisses, l'anxiété et également sur le sommeil. On a également le gingérol qui a des propriétés anti-inflammatoires, mais également antioxydantes et antibactériennes et qui va avoir un rôle préventif dans les cancers, mais aussi dans la maladie, protecteur dans la maladie d'Alzheimer. Et puis, une autre chose qui peut être intéressante, ça peut être l'huile essentielle de romarin à cinnamole par voie olfactive, selon le docteur Jean-Pierre William, qui restaure l'acétylcholine et qui est le neurotransmetteur déficient dans cette maladie. Et cette huile essentielle permettrait vraiment de prévenir le déclin cognitif. Et là, je vous invite à aller consulter donc, la vidéo qui est sur YouTube, qui est très intéressante sur Alzheimer et les huiles essentielles pour restaurer la mémoire. Il a également écrit un livre, Alzheimer et odorat, quand les arômes restaurent la mémoire, qui est très intéressante. Et puis, évidemment, se compléter en oméga 3. Alors, pourquoi les oméga 3? Vous allez voir, parce que dans la prévention de la maladie d'Alzheimer, les oméga 3 sont indispensables. Alors, pourquoi? Tout d'abord parce que le cerveau, après le tissu adipeux, il faut savoir que c'est l'organe le plus riche en acides gras polyinsaturés. 60% de notre cerveau est quand même constitué d'acides gras, donc c'est pas rien. Les oméga 3 DH1 ont un rôle physiologique essentiel dans le fonctionnement cérébral et ce sont les constituants majeurs des neurones. Et le cerveau, il ne faut pas oublier que c'est 100 milliards de neurones, donc c'est énorme. Ces oméga 3 participent également à la bonne circulation de l'influx nerveux et permettent d'optimiser la libération des neurotransmetteurs. Ils permettent également et sont impliqués dans la mémoire et la concentration. Et cela nous a été démontré dans une étude du docteur Georges Perry que l'apport d'oméga 3 permettait également d'augmenter le flux sanguin dans les régions du cerveau qui sont les régions associées à la mémoire et à l'apprentissage. Alors, il faut savoir également que les oméga 3 sont favorables à notre équilibre mental ainsi qu'à la qualité de notre sommeil, comme on l'a vu dans la conférence. Ils participent également à la composition des membranes biologiques de toutes les cellules de notre cerveau, dont les neurones. Et les acides gras polyinsaturés rendent la membrane des cellules nerveuses plus flexible. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que le fait que nos membranes soient plus malléables, eh bien, cela va améliorer la connectivité des neurones, leurs propriétés électriques et accélérer le recyclage des vésicules synaptiques. Ceci aura donc pour conséquence un grand bienfait sur les fonctions cognitives comme la concentration et la mémoire. Alors, les sites de communication également sont encore plus riches en oméga 3 que le cerveau dans sa moyenne. Ça, c'est aussi un point important. Et donc, comme vous l'aurez compris, un bon apport en oméga 3 favorise une bonne communication entre les cellules nerveuses.
Alors, les acides gras oméga 3 ont aussi montré des actions anti-amyloïdes, anti-tau et anti-inflammatoires dans le cerveau des animaux. Et ça, vous avez la source en bas. Et il faut également bien prendre conscience qu'en fait, si le cerveau vient à manquer d'oméga 3, ça serait l'empêcher de bien fonctionner. Alors là, nous allons aborder la conclusion. Donc, je dirais que pour conclure cette conférence, que pour prévenir ou retarder cette maladie, il est vraiment important d'avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie qu'on peut avoir grâce à l'alimentation, mais aussi avec de la gestion du stress et des exercices physiques, comme on l'a vu. Et on peut associer à cette bonne hygiène de vie des cures régulières d'oméga 3, des cures à chaque fois d'au moins 3 mois, puisqu'on a besoin, le temps que nos cellules intègrent les oméga 3, car et notamment les oméga 3 vont également aller agir sur les facteurs favorisant les risques de cette maladie. Alors, les risques, eh bien, on l'a vu, les oméga 3 agissent positivement sur les problèmes cardiovasculaires avec la fluidité sanguine, entre autres. Ils vont favoriser la baisse du cholestérol et du LDL et des triglycérides élevés. Ils vont améliorer la qualité de la membrane cellulaire. Ils sont également bénéfiques pour gérer les troubles du sommeil. Ils participent à la régulation de l'inflammation et comme on vient de le voir et s'attarder dessus, ils permettent également au cerveau de mieux fonctionner. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Un sujet vaste sur lequel on pourrait dire beaucoup de choses encore, mais voilà, j'étais ravie de faire cette conférence avec vous. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre intervention fort intéressante sur la prévention de la maladie d'Alzheimer, pardon. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main ou à les poser directement dans le chat. On serait ravis d'y répondre, aussi bien Nathalie que moi-même. Donc maintenant, on va un peu aborder les produits Norsan un peu plus dans le détail pour que vous en sachiez un peu plus. Donc chez Norsan, on a quatre gammes qui se déclinent en version liquide et en version capsule. On a la gamme totale, donc qui est à base de petits poissons gras et qui est particulièrement riche en EPA. On a la gamme vegan dont parlait Nathalie tout à l'heure, qui est à base de Schizochytrium, donc qui est une microalgue marine. Et cette gamme-là est particulièrement riche en DHA. On a la gamme Arctis qui est à base d'huile de foie de morue, encore une fois 100% naturelle, qui est encore une fois particulièrement riche en DHA. Et on a une gamme pour les enfants, qui se compose d'une version en pastille gélifiée à mâcher, goût fraise et citron, et la version liquide comme les autres gammes. Ce que je n'ai pas précisé encore, c'est que chaque version liquide des quatre gammes apporte 2000 mg d'oméga 3 par dose journalière. Nathalie, vous parlez pendant la présentation des oméga 3 EPA et DHA et des oméga 3 ALA. Ce qu'il faut savoir, c'est que les oméga 3 ALA sont convertis à hauteur de 5 à 10% en EPA et DHA par le corps. On voit deux cartes du monde, avec l'apport en oméga 3 ALA à droite. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, notamment au Canada, que l'apport en ALA est très bon. Et sur la carte du monde à gauche, qui est l'apport quotidien en EPA et DHA, on voit que le Canada est complètement en rouge. Donc, on se rend bien compte là que l'apport en oméga 3, EPA et DHA est pas suffisant, alors que les oméga 3 sont suffisamment présents dans l'alimentation des Canadiens. Ensuite, pour parler un peu du rapport
oméga 3 et du rapport oméga 6,3 pardon, et de l'index oméga 3. Dans l'idéal, pour l'index oméga 3, ce qui est recommandé donc, par les docteurs William Harris et Clemens von Schacke, c'est un indice, donc un taux de d'EPA et DHA supérieur à 8%. En réalité, on tourne plutôt autour des 4 à 6%. Et au niveau du rapport oméga 6,3, c'est là où la différence est la plus importante, puisque selon les recommandations, il faudrait que le rapport soit entre un oméga 6 pour un oméga 3 et 5 oméga 6 pour un oméga 3. Mais dans la réalité, on est plutôt aux alentours de 15 oméga 6 pour un oméga 3. Et on monte même à 25 oméga 6 pour un oméga 3 chez les moins de 25 ans, ce qui peut être expliqué par l'alimentation industrielle et notamment les fast-foods. Donc, pour continuer un peu si on peut passer à la slide suivante, sur le rapport, donc vous voyez que les moins de 25 ans, ils ont vraiment un apport oméga 6,3 qui est complètement déséquilibré. Et plus on avance en âge, plus ce rapport se rééquilibre, mais même si il n'est toujours pas suffisant pour respecter les recommandations. On peut expliquer de tels chiffres par notamment l'évolution des habitudes alimentaires, comme je le disais, l'alimentation industrielle, mais également le changement de nourriture au niveau des animaux qui autrefois étaient nourris à l'herbe. Bah, aujourd'hui sont plus nourris aux céréales industrielles qui sont très riches en oméga 6 et du coup ça se répertorie dans l'alimentation humaine. Cette alimentation industrielle, c'est l'une des sources de ce déséquilibre oméga 6, oméga 3, bien qu'il y en ait d'autres. Alors, au niveau des dosages en oméga 3, nous, on recommande un dosage de 2000 mg par jour parce qu'en fait, selon différentes études, c'est le meilleur dosage pour rééquilibrer l'apport oméga 6,3 et pour garder cet équilibre entre ces deux types d'acides gras. Donc là, vous voyez, on a une petite illustration. Pour avoir les 2000 mg d'oméga 3, il faudrait consommer soit 100 g de hareng, soit 250 g de saumon, soit 3000 g de cabillaud donc, par jour, ce qui est énorme. Et avec les compléments alimentaires, donc nos versions à l'huile de poisson et à l'huile de foie de morue, on serait sur une cuillère à soupe et la version végane, une cuillère à café. Et si vous préférez les versions capsules, on serait à 8 capsules d'huile de poisson et 4 capsules pour la version végane. Donc ensuite, pour parler un peu du taux d'oxydation des oméga 3 chez Norsan, vous voyez qu'on est sur des taux qui sont relativement faibles. À titre de comparaison, donc le taux maximal à ne pas atteindre, il est fixé à 26 par la GOED. Et vous voyez qu'on est à 10 maximum pour la version totale chez Norsan. Notre gamme Arctis, donc à l'huile de foie de morue, elle est à 2 au niveau de l'indice Totox, à peu près pareil pour l'indice Totox de la version végane et à 8 environ pour notre version pour enfants. Donc, pourquoi choisir Norsan? Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a des produits qui sont hautement dosés, qui permettent vraiment de rééquilibrer la balance oméga 6, oméga 3. On est sur des produits qui sont 100% naturels, qui ne sont pas concentrés, dont la structure n'est pas modifiée chimiquement. On a des produits qui sont testés et certifiés par des organismes indépendants, ce qui montre la qualité et la pureté des produits. La version liquide et la version capsule permettent de répondre aux besoins du plus grand nombre de personnes selon les préférences.
On est recommandé par plus de 5000 médecins, pharmaciens et thérapeutes. On a 9 clients sur 10 qui sont satisfaits et qui recommanderaient les oméga 3 Norsan. Et on travaille également avec des sportifs de haut niveau qui sont convaincus par nos produits, comme le club de foot, enfin, des clubs de foot de la Bundesliga et l'équipe nationale féminine de ski alpin. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée, merci.